Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, accompagné de Vincent Gann, analyste de marché pour TradingView. Bonjour Vincent. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des indices boursiers qui sont assez hauts. Nous allons vous donner notre conviction de la semaine. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous allons commencer par l'avertissement gage sur les risques. Alors le trading avec effet levier, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Alors commençons par les indices. Alors je pense que nous allons commencer par le CAC 40. Voilà. Techniquement, le CAC 40, comme tous les autres indices, c'est haussier depuis la fin décembre, nous le savons tous, retour du soutien des banques centrales. On a également un certain optimisme des investisseurs concernant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui portent cet indice un petit peu plus haut. Maintenant, voilà, ça fait plus de 20% que les indices progressent. Bien évidemment, en un quarter, on peut pas estimer, s'attendre à ce que le CAC 40 fasse 20% tous les trimestres tout au long de l'année, autrement on aurait une performance mirobolante, donc c'est impossible. Il faudra s'attendre à des moments de turbulence cette année. Peut-être qu'on y arrive, on a une belle divergence sur le RSI. Techniquement, on n'a pas eu de breakout. Ça vient un petit peu matérialiser de la fragilité d'un point de vue du momentum. En plus de cela, le CAC qui coïncide sous 5500 points. Vous voyez, on a une divergence sous 5500, les mèches qui sont de plus en plus présentes, les corps sont de plus en plus petits. Ça, c'est signe vraiment de perte de momentum. Alors le marché qui va peut-être respirer, entrer dans une phase de correction. Alors moi, je préfère pas parler d'une phase de correction de moins 5, moins 10%, mais là pour alors le CAC 40 encore, ça va, mais on va passer ensuite sur le S&P. Le S&P, 8 séances consécutives de hausse. Statistiquement, il y a beaucoup de chances pour qu'on ait un repli sur du court terme. Regardez le deuxième indicateur, enfin le deuxième oscillateur, indicateur qui est en dessous, vous voyez, du prix. Alors on a le RSI en haut et ensuite en dessous, voilà, entre les deux, on a le nombre de consécutives de séances haussières et en vert et le nombre consécutif de séances baissières en Il y rouge. a, il y a un, Et il y a là, un on voit excès, que un excès énorme pour les séances haussières. voilà, exactement. C'est un excès qui est énorme. La dernière fois qu'on a connu 8 séances consécutives de hausse, c'était en octobre dernier, enfin en octobre 2017, pardon, Voilà. octobre 2017. Volatilité très très basse, baisse d'impôts de Donald Trump, bref, un contexte d'appétit pour le risque extrême. On voit ce qui a suivi, c'est deux petites séances de baisse. Alors c'était pas, vous voyez, un renversement du marché, mais on avait quand même deux séances consécutives de baisse. Donc Ici, hein, c'est bien ça. voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc, moi personnellement, ma conviction est plutôt orientée à la baisse sur les indices depuis le début de semaine. Au vu de ce long rallye haussier, ça me semble nécessaire d'avoir une petite phase de respiration. Alors techniquement, le S&P reste bien orienté à la hausse et le RSI ne diverge pas réellement. Alors, il n'y a plus de nouveaux sommets sur le RSI. Non, c'est celui d'en haut encore. Celui, ouais, Pardon. voilà, c'est celui-ci. Ensuite, je vais passer au dernier. Donc celui-ci, on voit que bon, il n'y a pas de nouveau plus haut, mais en même temps, le RSI, il est borné, donc c'est normal que il ait du mal à avancer. Plus il approche de 100 et plus c'est compliqué pour le RSI d'avancer. Ça voudrait dire qu'il y aurait aucune mèche baissière sur 14 séances, ce qui est impossible. Enfin, théoriquement, c'est possible, mais voilà, c'est Rare, pratiquement, quoi. voilà, ça doit De être toute façon, rare. on parle de probabilité, et là, c'est sûr que c'est hyper mineur, quoi, que ça puisse Voilà, c'est continuer, ça. quoi. Ouais, imaginez 14 séances consécutives de hausse sans mèche de baisse, c'est-à-dire sans pipe, sans un pipe de baisse par rapport au prix d'ouverture, c'est impossible. Vous voyez. Donc voilà, donc c'est pour ça que le RSI 14 périodes et même ceux à 21, 21 périodes par exemple, c'est très compliqué pour qu'il progresse dans sa zone de surachat. Donc c'est normal qu'on ait une petite divergence, mais pour le moment on n'a pas un RSI qui chute. Le RSI il est bien orienté à la hausse, donc j'ai envie de dire que on peut s'attendre à une petite baisse à court terme vu le nombre de séances consécutives de hausse, mais de là à anticiper une correction de moins 5, voire moins 10%, pour le moment, ce scénario me semble à exclure. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Si, alors merci Valentin déjà pour ce panorama CAC 40 et S&P 500 hyper complet. Au passage, je note pour vous, chers auditeurs, cet indicateur
pareil, qui mesure le surachat ou la survente, très intéressant, le nombre consécutif de séances haussières ou baissières. Et là, franchement, c'est un très bel indicateur que Valentin met en évidence. Et ça rappelle effectivement cette période ici de l'année 2017. Donc voilà, non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vais passer donc rapidement sur un de mes graphiques. Valentin vous a montré le CAC 40 et le S&P 500. Je vais passer moi ici sur le contrat futur CAC 40 pour montrer un certain nombre de choses. Alors tout d'abord, c'est exceptionnel ce qu'on vit depuis la fin du mois de décembre dernier. En fait, le premier trimestre 2019 est dingue. Permettez l'expression. Eh bien, on vient de faire 10 jours en avril, donc on vient de faire 10 jours, première semaine d'avril, toujours la même chose, RAS sur le plan technique. D'ailleurs, vous êtes ici sur le contrat futur CAC 40 en données hebdomadaires, le marché n'a fait que dépasser des résistances. La dernière en date, c'est celle de la semaine dernière, dépassement en weekly de l'oblique qui attrape tous les sommets ici sur le contrat futur CAC 40, le contrat continu, depuis eh bien, les sommets du printemps 2018. Et dans l'immédiat, effectivement, ça diverge. On voit partout que ça diverge, mais la divergence ne fait que ralentir la hausse. Vous retrouvez l'oblique ici assez propre d'ailleurs, en l'oblique weekly, et elle vient renforcer maintenant, d'une certaine façon, en tant que support, le premier support à 5430. En clair, sur le CAC 40, pour activer la divergence potentielle, il faut casser un support. On casse 5430, là, franchement, on revient là. Et toujours sur cette histoire de divergence, je vais vous remontrer quelque chose qui est vraiment très fort. Les divergences, pour moi, de RSI, c'est juste incroyable. Qu'elles soient cachées ou standard. Regardez. Là, ça diverge, c'est une divergence standard potentielle. Ok, très bien. Elle est valable sur tous les indices. On l'a. Pour l'instant, ça ralentit la hausse. Mais regardez ce qui s'était passé ici lorsqu'on est revenu sur le support à 5220 points. Qu'est-ce qu'on avait ici, chers auditeurs? Une divergence haussière cachée. Donc, là, c'est une parenthèse. Parmi les indicateurs techniques, le RSI est juste bluffant, à la fois pour alerter, donc attention, là, il y a des divergences baissières potentielles, mais le RSI, il est bluffant dans le sens de la tendance. Ici, le RSI rebondissait sur 50, divergence haussière cachée. Donc, le RSI faisait un nouveau plus bas, mais cassait pas 50. Le prix, non. Pile poil sur les 5220 points, qui était l'ancienne partie basse du trading range. En fait, ici, c'était le point d'achat parfait. Et d'ailleurs, il me semble, Valentin, qu'on avait fait un point de marché à 11 heures où tu mettais en avant justement le rôle de support du 50 sur le RSI qui a permis d'envisager cette jambe de hausse. Et Oui, maintenant, tout à fait. comme par miroir, eh bien Valentin maintenant met en avant, et moi aussi, la divergence opposée. Mais voilà, une divergence au standard potentiel, ça n'a pas la même force qu'une cachée active. Donc en tout cas, le RSI est assez dingue. Et pour résumer, là on vous donne en fait deux superbes outils pour juger une tendance au-delà de l'analyse technique des prix. Et effectivement, on voit que ça ralentit, peut-être que ça fait même biseau sur le S&P 500. De toute façon, regardez le S&P 500, il revient tout en haut. Le S&P 500, il est revenu sur ses sommets d'avant, sur ses sommets historiques. On y est presque, c'est ici. On y est presque. Ça diverge, mais on y est presque. Donc ça commence à diverger. En tout cas, vous avez avec le RSI, dans le sens de la tendance, et pour envisager qu'elle se retourne, plus ici le nombre consécutif de bougies haussières et baissières. Donc il s'appelle le Consecutive Candle Count, c'est ça, tu l'as trouvé sur TradingView d'ailleurs. Oui, Passage, c'est ça. Ouais. petite publicité. Voilà, vous avez deux beaux outils, donc voilà, c'est deux petites astuces que nous vous livrons ce matin. En tout cas, juste pour terminer, avant que je te recède la parole, je reviens sur le futur CAC 40. Ça n'arrête pas de monter. Alors, on peut se poser la question. Je vais vous montrer une chose. Un indice, ça n'existe pas tout seul. Un indice, c'est parce qu'il y a des actions qui cotent. Donc là, j'ai créé ici la liste CAC 40. Donc vous avez le CAC 40 en temps réel. Je regarde son palmarès. Aujourd'hui, le CAC est en légère hausse. Le futur CAC prend 0,16. Pourquoi? Regardez la hiérarchie titre. Là, vous avez le flop 10 du CAC 40. Airbus est en repli, Safran est en repli. Ce sont des poids lourds. Safran et Airbus sont sur des records historiques. Pourquoi? Hier, le représentant américain en commerce déclare: nous pouvons adopter des droits de douane vis-à-vis de l'Union européenne, explicitement en citant quoi? Des avions et des hélicoptères. Surprenant, on pouvait s'attendre à ce qu'il cite les voitures. L'Allemagne, déficit commercial vis-à-vis de l'Allemagne. Non, il cite les avions et les hélicos. Bref, c'est qu'une perspective, il n'y a pas de droit de douane.
Qu'est-ce qui se passe dans le CAC? Airbus et Safran reculent. Airbus et Safran, où est-ce qu'elles en sont? Airbus, tout en haut. Record historique Airbus. OK. Safran. Idem. Récemment, encore des nouveaux records historiques. Ces titres ont permis la hausse du CAC 40 en grande partie. Pas que, mais ça fait partie des secteurs qui ont expliqué la hausse du CAC depuis le début de l'année. Par contre, le secteur automobile n'est pas cité par Trump, par le représentant au commerce, pardon. Je reviens sur la hiérarchie titre du CAC 40 en temps réel. Je passe maintenant du flop 10 au top 10. Et dans le top 10, eh bien, je retrouve les banques, je retrouve le secteur pétrolier et en légère hausse, eh bien, les valeurs automobiles. Alors, de manière marginale, certes, de manière marginale, mais tout de même, il y a un impact. Donc, ce qui montre à quel point cette thématique du commerce, au-delà de la Chine, avec l'Union européenne, ça va aussi beaucoup compter. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si le CAC continue de monter, c'est parce que les secteurs cycliques que vous avez ici sous les yeux, une capture d'écran Bloomberg, vous avez ici la performance des secteurs d'activité du Dow Jones Stock 600 depuis le début de l'année. Ce qui a fait la hausse, ce sont les secteurs cycliques. Le marché continuera de monter tant qu'il y aura une rotation sectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'aéronautique baisse, mais l'automobile, elle progresse. Alors, les banques, c'est un autre sujet très vaste, je ne vais pas revenir ici dans les détails. Le secteur pétrolier, regardez le secteur pétrolier. Au premier trimestre, il prend 14%. Le pétrole en a pris 30%. Dans le secteur pétrolier, dans le CAC 40, il y a Total et Technip. Regardez Total. Vous avez l'impression que c'est baissier, ça? Regardez. Vous n'avez pas même le sentiment technique qu'il y a un rattrapage à faire? C'est une belle configuration Total. Limite, on se dit, j'ai pas acheté du CAC, il y a peut-être un rattrapage à faire. Technip. Total et Technip sont encore 10% du CAC, hein, même si elles sont reculées. Technip, regardez cette analyse technique. Il y a du potentiel encore. Alors, c'est bien sûr en lien avec le pétrole. Donc, ce que je veux dire par là, sans rentrer dans les détails de l'analyse technique des actions, c'est que le jour où le CAC 40 donnera un vrai signal baissier, c'est le double jour où il cassera un support, par exemple 5430, premier support, réintégration de la trendline, activation de la divergence baissière potentielle, et c'est aussi le jour où les secteurs cycliques vont arrêter de se passer le relais. Parce que tant qu'il se passe le relais, il n'y aura pas de vraie baisse. Une vraie baisse, c'est où ils seront tous vendus de concert. Donc, on est proche de la fin de la hausse. Clairement, on est proche de la fin de la hausse. Il y a quelques secteurs qui nous maintiennent en lévitation. Regardez notamment le secteur pétrolier et de l'énergie. Surveillez-le parce qu'il est en retard. Il fait partie des retardataires. Mais dès que lui aura donné tout ce qu'il a donné, bon, bah là, il y aura des prises de bénéfices totales. Alors reste le secteur bancaire qui est tout en bas. C'est vrai, BNP, AXA, Société Générale, tout en bas. Et les banques n'ont pas grand-chose pour elles. Regardez encore Société Générale qui vient d'annoncer un énorme programme de restructuration, les taux bas, etc., etc. Donc voilà, c'est pour faire un panorama complet. Je pense qu'il vous faut à la fois analyser techniquement parlant un indice boursier, c'est ce que nous vous avons proposé avec Valentin. Au-delà de cette analyse technique à proprement parler, lui associer des indicateurs de vitesse. Alors on vous propose par exemple ici le nombre consécutif de bougies haussières ou baissières ou encore le RSI. Et enfin, ne pas oublier que dans les indices, il y a les actions. Les actions sont organisées par secteur, les secteurs par catégorie, pour résumer cyclique ou défensif. La hausse, elle est fondée sur les cycliques. Si baisse il doit y avoir, ça viendra des cycliques. Donc, surveillez-les, et notamment les retardataires, les tout derniers qui montent. Et là, c'est le secteur de l'énergie. Voilà. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà. Est-ce que, chers auditeurs et auditrices, vous avez des questions par rapport à cette analyse? Alors, moi, je vais juste discuter, commenter le grid index, le dernier oscillateur du S&P 500 que je n'ai pas commenté. C'est un indicateur qui est, voilà, c'est ça. C'est un indicateur qui est créé par CNN Money. Et en fait, c'est un indicateur qui combine plusieurs signaux comme par exemple la situation, le positionnement du VIX, le nombre d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, il me semble. Bref, plein de signaux combinés
Ça sert à avoir un peu un sentiment finalement de marché. Et en fait, ce grid index, donc comment il fonctionne? Alors au-dessus de 80, on va considérer que le marché est dans un appétit extrême, et lorsque l'indicateur est en dessous de 20, nous allons considérer que le marché est en extrême panique. Donc finalement, d'un point de vue Intéressant. investissement, en fait, le point bas est généralement réalisé lorsque l'indicateur est dans la zone de panique, extrême panique, et au-dessus de 80, on est souvent à des sommets. Et là, nous constatons quoi? Nous constatons que cet indicateur Fear and Greed Index est actuellement au-dessus de 80. Donc, c'est un signal qui nous indique ce n'est absolument pas le moment, en tout cas, de passer à l'achat sur du moyen ou long terme. Voilà. Il y a peut-être personnes qui se posent la question parce que voilà, on a un rallye aussi de 20%, on est reparti pour un bull market comme en 2017. Alors, tout est possible, mais en tout cas, cet indicateur nous indique que voilà, c'est pas le moment de se positionner sur du moyen terme, disons sur plusieurs semaines. C'est pas le moment de se positionner à l'achat maintenant. Il va falloir attendre un Tout à fait. repli, une Tout respiration. à fait. C'est lorsqu'elle a panique que finalement c'est le meilleur moment, on va dire, d'acheter, d'investir plutôt. Pas de spéculer, mais Clairement, je suis d'accord d'investir. avec Valentin. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que alors il y a plusieurs types, ça a toujours rapport à son positionnement. Quelqu'un qui est actuellement dans la hausse, quelqu'un qui est dans le marché haussier. Lui, la question est de savoir, je prends mes bénéfices quand, et si je ne sais pas quand les prendre, où est-ce que je positionne mon stop suiveur. Sur le CAC 40, le stop loss suiveur, c'est, allez, sous 5000, on va dire sous 5400. C'est vraiment, on repasse en dessous, ça va vraiment corriger. Prendre ses bénéfices, bon, bah, il y a les repères historiques passés, il y a les sommets historiques du S&P 500, ou encore les 5500, 5550 du CAC 40. Très bien. Maintenant, mettons-nous dans la peau d'un investisseur, un trader, qui est observateur. Il est observateur depuis fin décembre. Cet observateur de la hausse ne peut pas rentrer à l'achat, en tout cas si on tient compte des considérations de money management et d'analyse technique, c'est un non-sens, puisqu'il y a toujours un rapport au risque de perte et à l'espérance de gain. L'espérance de gain est peut-être ici sur le CAC 40, le risque de perte, bon, voilà. Comprenez bien qu'il est plus important au niveau actuel. Donc nous sommes entrés dans une période de l'année où il faut commencer à songer à cela. Je vous rappelle aussi enfin que dans les explications de la hausse du S&P 500 ont joué pour beaucoup les rachats d'actions par les entreprises qui rachètent leurs propres titres. Et ce que vous devez savoir, c'est lorsque commence la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, on entre dans une période où ces achats d'actions n'ont plus lieu. Et ça commence vendredi. Donc, hasard du calendrier ou pas, technique et fondamentale se rencontrent pour nous dire que, eh bien, une prise de profit importante pourrait bientôt advenir. Alors, aussi, bien sûr, je parle d'analyse technique, la tendance, elle reste haussière. La tendance, il faut donc la privilégier, certes, mais là, je m'adresse surtout à ceux qui sont à l'achat dans le marché. Quelqu'un qui n'est pas dans le marché, même si la tendance est haussière, il y a son analyse de la tendance, certes, mais il y a son analyse aussi du money management et du risque. Et là, ça ne donne pas le feu vert, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Alors, il y a des questions alors, une question de la part de Edwin. En ce qui concerne les valeurs bancaires, est-ce que le marché du crédit qui les mine? À mon avis, est-ce que c'est le marché du crédit qui les mine? Alors, Alors, Vincent, qu'il est-ce est que mine. ouais, Ok, ouais, d'accord. Je vois ce que. Alors, pour parler du secteur bancaire, il faut regarder deux choses. En fait, c'est pas compliqué. Enfin, si, la bourse, c'est pas facile, hein. Concrètement, prenez l'état des banques européennes. Elles sont toutes en bas. Je vais comparer ici BNP Paribas au CAC 40. Bon, on le CFD, peu importe. Voilà. Là, vous avez la performance BNP Paribas CAC 40, voilà, depuis décembre dernier. Elles sont en retard. Ça, c'est une chose. Pourquoi est-ce que les banques baissent? Les banques, elles ont plusieurs façons de faire des revenus. L'activité de crédit, elles encaissent la marge de taux d'intérêt. Bon, bah là, clairement, les taux sont à zéro, c'est sous pression pour elles. Elles ont du mal à prendre leur marge. En plus, les réserves qu'elles placent auprès des banques centrales, c'est un taux négatif. Bref, elles sont ponctionnées. Et enfin, d'autre part, les marchés boursiers sont peut-être remontés, mais les gestions des banques y ont faiblement participé. Et quand bien même elles y ont participé,
elles prennent aussi des commissions, elles exécutent, elles passent des ordres. Le volume n'est pas au rendez-vous. Regardez Société Générale qui vient d'annoncer un plan de restructuration de sa banque de financement d'investissement, 650 emplois, 750 emplois supprimés. C'est énorme. Ils sont quelques milliers à la défense, donc c'est quand même énorme, relativement parlant. Maintenant, prenez les banques américaines. Allez voir la cotation des grandes banques américaines. D'ailleurs, elles commencent à publier leurs résultats dès vendredi. Les banques américaines, elles sont en tendance haussière et tout en haut. Pourquoi? Parce que les taux ont monté aux États-Unis depuis 2 ans, 3 ans, avec la Fed qui a remonté ses taux. En clair, pour faire simple, il est difficile, pour que le secteur bancaire reparte franchement haussier, il faut à la fois des taux qui montent pour les activités. Il n'y a pas le choix pour prendre une marge. Il faut des taux qui montent. Et il faut du volume sur les marchés boursiers. Du volume de trading, du volume aussi d'introduction en bourse, les IPO. Alors, il y en a certes cette année, mais il y en a quand même beaucoup moins que les années précédentes. Tous ces facteurs entrent en compte. En tout cas, pour le moment, le secteur bancaire n'a pas participé à la hausse. Est-ce qu'on peut maintenant envisager que si un jour le secteur bancaire monte, ça maintienne les indices tout en haut? Ça pèse pas suffisamment. Ça pèse pas suffisamment. Mais en tout cas, ça fait partie des secteurs en retrait pour toutes les raisons donc, que je viens d'évoquer. On en saura davantage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est surveiller les banques américaines. Elles commencent à publier, je sais plus, il me semble, Bank of America, Wells Fargo à partir de vendredi ou début de semaine prochaine. Surveiller les banques américaines, comment le marché va se comporter alors qu'elles ont beaucoup monté et que maintenant les taux peuvent baisser aux États-Unis. Ça donnera des indications pour les banques européennes. Et demain, il faut surveiller, je pense aussi la BCE, Aussi. puisqu'il n'y a aucun changement dans la politique monétaire qui n'est attendu. Mais par contre, peut-être que des mesures justement venant au soutien des banques commerciales pourraient être, alors je dirais pas annoncées, il y aura probablement pas de décision, mais en tout cas des pistes de réflexion pourraient être annoncées. Oui, Par tout à exemple, fait. la Suisse, Pardon, la David. Banque de Suisse, la Banque du Japon, ils ont des taux négatifs, mais alors il me semble qu'ils ont des seuils justement, euh, ils ont des seuils dont les banques commerciales qui vont déposer dans la banque centrale, eh bien ils ne vont pas payer ces taux d'intérêt négatifs. Donc il y a un certain en fait plafond à partir duquel ils vont Ouais. payer des taux d'intérêt négatifs, mais c'est pas sur tous les fonds qui sont déposés à la banque centrale. Et ce qui est le cas en zone euro. Donc Effectivement. Il y voilà, a des donc il y a mesures qui sont attendues là-dessus demain et Valentin le rappelle à juste titre, demain c'est la BCE, déjà, déjà la BCE. Mm, exactement. Et la BCE, rappelez-vous, sur l'euro-dollar, le 7 mars, elle a fait la baisse, mais derrière tout a été effacé. Donc, qu'est-ce que le marché est en train de faire sur l'euro-dollar? Eh bien ça, chers auditeurs, c'est un autre sujet. Rendez-vous la semaine prochaine. Exactement, on traitera peut-être l'euro-dollar la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, pour ma part, j'ai donné mes arguments. Merci De Valentin. même. Merci Vincent, merci chers auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser eh bien en commentaire puisque la vidéo sera disponible en replay sur YouTube et nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. En tout cas, nous vous souhaitons une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés et nous vous donnons rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la prochaine conviction de marché avec Vincent Gann de TradingView. Merci Vincent. Merci Valentin. Bonne journée à tous.